Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alice Torduman-Lambert, interne en 3e semestre de médecine générale à Strasbourg et actuelle chargée de mission communication pour l'ISNAR IMG. J'ai pour lien d'intérêt mon poste au sein du Bureau national. Et nous sommes ici pour découvrir l'impact entre l'alimentation et la santé des populations. Alors que la société devient de plus en plus demandeuse de conseils pour consommer mieux, local et de façon éco-responsable, quels sont donc les liens entre l'environnement et la santé de chacun? Quel rôle avons-nous à jouer en tant que futurs professionnels de santé? Et quelle place occupent tout particulièrement les régimes végétariens et végétaliens? Pour cela, différents outils existent afin d'accompagner au mieux les patientes et patients dans la modification de leur alimentation. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce jour Loïc Blanchet-Mazuel, qui est médecin généraliste, qui est membre de l'Alliance Santé Planétaire et d'AVF, l'Association végétarienne de France, et Sandrine Bertherex, pharmacienne au sein de l'Alliance Santé Planétaire. Merci à vous de les accueillir et bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Ah ben non, c'était toi en premier. Bien, bonsoir. Du coup, je m'appelle Sandrine Bertherex, je suis pharmacienne, donc je travaille dans l'Ouest lyonnais. Et effectivement, je suis membre de l'Alliance Santé Planétaire. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier. Et donc, je m'appelle Loïc Blanchet-Mazuel, je travaille comme médecin généraliste, je suis actuellement remplaçant. J'ai une alimentation végétarienne et je fais partie de groupes de travail au sein du Collège de la médecine générale. Et dans ce cadre-là, je suis indemnisé. Un groupe de travail sur la santé planétaire, puisque c'est un petit peu le thème aujourd'hui. Et je suis également dans différentes associations, donc l'Observatoire national des alimentations végétales et l'Association végétarienne de France, et l'Alliance santé planétaire, donc là où je travaille bénévolement. J'ai fait également des formations en FAF et en DPC sur ces thématiques-là, et tous mes liens d'intérêt sont sur Archimède. Alors, je remercie l'ISNAR pour nous avoir invités aujourd'hui et surtout pour cette conférence qui tombe pile le jour de la Journée mondiale des légumineuses. C'est quand même assez joli comme coïncidence. Donc, vous allez vite vous rendre compte que le menu d'aujourd'hui est plus copieux que le repas du gala d'hier soir pour celles et ceux qui avaient pris l'option végane. L'objectif de la boîte à outils, c'est vraiment de vous donner plein de petits conseils utiles dans votre pratique quotidienne. Et je vous donnerai mon mail et puis je les ferai passer à l'ISNAR, toutes les diapos aussi, pour que vous puissiez les avoir. Donc si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, parce qu'on a beaucoup de choses, donc ça va aller vite. Voilà. Donc on va voir très rapidement la santé planétaire et puis j'y reviendrai si vous avez des questions. On verra ensuite en plat de résistance si changer notre assiette est un caprice ou une nécessité. Et puis on verra des exemples d'assiettes durables. Ensuite, en dessert, on verra un petit peu comment passer à l'action. Et puis tout au long de la présentation, il y aura des petits outils pratiques avec cette petite icône qui vous permettra de les retrouver. La santé planétaire, c'est un mot c'est une notion qui émerge depuis quelques années. Et alors avec d'autres termes qu'on peut entendre parfois, de santé environnementale, de une seule santé, One Health, qui sont des termes un peu similaires, qui ne touchent pas tout à fait les mêmes domaines. Mais globalement, la santé planétaire, elle va s'intéresser de façon très globale au lien entre les activités humaines qui modifient notre environnement et les conséquences sur la santé du vivant et des écosystèmes. Et l'objectif, c'est de développer des solutions pour un monde durable, équitable et sain pour tout le monde. Donc ça, c'est un document qu'on a fait dans le groupe de travail du Collège de la médecine générale. J'en ai quelques exemplaires et puis il est sur le site dont l'adresse est ici. On a fait aussi quelques documents, des affiches pour mettre dans les cabinets et puis des fiches d'information. Et la dernière qui va sortir très bientôt sera sur l'alimentation.
L'Alliance Santé Planétaire, c'est donc une association qui est assez jeune, hein, qui vient de fêter ses 2 ans, qui est transdisciplinaire et qui porte les valeurs de la santé planétaire, avec l'objectif de communiquer autour de ces enjeux, et notamment aux professionnels de santé. Donc c'est tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Pour se former à la santé planétaire, c'est pas tout à fait l'objet, mais je vous ai quand même mis une diapo que je vais pas détailler, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment plein de façons de se former, que ce soit des films, des MOOC, des fresques, des jeux de société, des sites internet et des formations en congrès aussi. Et je laisse la parole à Sandrine. Donc, comme Loïc vient de le dire, on entend de plus en plus parler de végétalisation, il faut végétaliser. Mais est-ce que c'est encore un dogme, comme il en existe beaucoup dans le domaine de l'alimentation, ou est-ce que c'est nécessaire pour notre santé et notre survie? Donc, tout d'abord, on va voir les impacts qu'il y a sur la santé. Je ne détaillerai pas non plus, parce que je pense qu'ici, on est à peu près tous sensibilisés à ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des pathologies, ou du moins des maladies non transmissibles liées à l'alimentation, telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, les alimentations qui sont pauvres en fibres, pauvres en fruits et légumes, tout ça réunis tue 2 fois plus que l'ensemble des morts liées aux drogues, au tabac, à l'alcool et aux relations sexuelles non protégées. On entend beaucoup, et il y a beaucoup d'informations, de prévention auprès du grand public sur ces 4 derniers modes de consommation, et très très peu sur l'alimentation. Et aussi, pourquoi on va parler d'alimentation? C'est parce qu'au niveau personnel, ça représente 1/4 de nos émissions totales. Et du coup, c'est assez important. De plus, on mange tous les jours et on mange plusieurs fois par jour. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, ou sur lesquels on va avoir un impact plusieurs fois par jour. Le transport, en fonction du milieu où on vit, c'est quand même compliqué. Si on habite en milieu rural, les modes de transport doux, les modes de transport en commun, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pareil pour le logement, on n'est pas tous propriétaires. Il y a beaucoup de Français qui sont locataires et du coup qui n'auront pas de levier sur ça. Et pourtant, manger, ils vont le faire tous les jours, et d'où ça peut être vraiment intéressant de travailler sur ça. Donc la FAO en 2019 a donc établi une définition. Donc les régimes alimentaires sains et durables, ce sont des habitudes alimentaires. Ça va être important de garder cette idée en tête, le terme de habitudes alimentaires. Elles vont promouvoir donc la santé et le bien-être des populations, tout en respectant l'environnement. Donc il faut qu'il y ait une faible pression et un faible impact environnemental. Et aussi, ce sera des alimentations qui devront être accessibles en termes financiers, abordables, sûres, équitables et culturellement acceptables. C'est là où on va aussi avoir les différences entre chaque pays, parce qu'on n'a pas tous la même culture. Donc les objectifs du coup, des régimes alimentaires sains et durables vont être la croissance et le développement optimal donc, des individus, que ce soit tant sur le plan physique, mental, social, donc à tous les âges, et surtout pour notre génération, mais les générations futures. Et ça on va le voir dans plusieurs diapos ensuite, que du coup, il y a déjà des régimes alimentaires qui peuvent être sains. Donc, on a des niveaux de preuve importants pour diminuer certains risques. Mais le problème, c'est qu'ils vont avoir un impact et une influence, par exemple, sur l'environnement, qui vont faire que peut-être que ce n'est pas les meilleurs régimes alimentaires qu'on va pouvoir conseiller aujourd'hui, en 2022, dans l'état actuel de notre planète. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être prévention de malnutrition, réduction des risques liés aux maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Et enfin, le volet environnemental qui revient, c'est préservation de la biodiversité, de la santé de la planète. Il va falloir que les nouveaux régimes qui vont être proposés, ou du moins vers lesquels on va diriger nos patients, vont devoir en fait respecter toutes ces dimensions pour limiter toutes les conséquences. Les principaux déséquilibres, on les connaît déjà un petit peu. Je me sers de cette infographie pour montrer en fait de manière globale que dans l'ensemble du monde, on a tendance en fait à avoir un déséquilibre entre la balance animale et végétale. On mange trop de produits d'origine animale et pas assez de légumineuses, fruits, légumes, oléagineux et tout ça. Il y a un petit point sur le poisson que je reviendrai après. On voit ici, par exemple, qu'on n'atteint pas au niveau mondial ou global les recommandations, en fait, au niveau de la consommation de poissons. Donc, tous ces déséquilibres ont des impacts sur la santé humaine et planétaire par des déséquilibres au niveau des acides gras,
de la balance sodium-potassium, qui est responsable notamment de l'hypertension artérielle, qui est donc le premier facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Donc on voit bien le lien entre l'alimentation et des pathologies, sur celle-ci qui est facile à palper. Les glucides, on mange trop de produits transformés, trop de produits raffinés, les farines blanches, les pâtes et le riz, que pendant très longtemps on a mangé sans que ce soit complet. Et aujourd'hui, petit à petit, dans nos conseils, on va réintroduire les sucres complexes, donc les fibres notamment. Et par l'intensification aussi de notre agriculture, on va avoir de plus en plus d'aliments qui vont être avec des calories vides. Donc ça vient par l'alimentation ultra transformée, mais aussi le fait qu'en fait, on surproduit sur des terres et que du coup, on a appauvri les sols et que notre alimentation est aussi appauvrie. Je ne rentrerai pas dans le détail pour les alimentations ultra transformées. Je pense qu'ici, on est tous sensibilisés sur ça. Ça ne fait pas partie d'un régime sain, peu importe lequel qu'on est. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc, c'est tous ces déséquilibres qu'on vient de voir, sur lesquels on est passé assez rapidement. Ça augmente du coup l'incidence des cancers. Ça a été déjà vu hier lors d'une conférence. On ne va pas le détailler non plus aussi aujourd'hui, mais tout ce qui est maladies cardiovasculaires, surpoids, obésité, diabète de type 2, on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. En France, c'est la dernière étude, une des dernières études de Santé France Prévention nous indique bien que 50% des Français sont en surpoids ou en obésité et que 79% des Français surconsomment du sel par rapport aux recommandations actuelles. Et à l'inverse, donc des régimes alimentaires riches en fruits et légumes vont avoir un effet bénéfique sur l'incidence de ces pathologies liées à l'alimentation, par un effet protecteur notamment des antioxydants. L'alimentation bio également, par la diminution des intrants, que ce soit sur l'impact environnemental, mais également par les perturbateurs, ils ont un effet plus ou moins perturbateur endocrinien, et donc on va avoir une diminution de l'incidence du diabète de type 2 et aussi de l'obésité du surpoids. Voilà. Au niveau... donc là, c'était pour reprendre un petit peu. Actuellement, le système agricole, il fonctionne comme ça. Il utilise 50% de la surface habitable. Et ensuite, il y a des forêts, les surfaces urbaines et tout ça. Dans ces 50%, 77 au niveau mondial et 75 en France sont utilisés pour l'élevage, donc pour le pâturage et faire les cultures pour l'alimentation liée aux animaux. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce système-là, en fait, produit peu de calories. En fait, les 77% vont produire que 1/5 de toutes les calories totales produites et aussi que 1/3 donc des protéines. Donc, quand on voit ça, on se demande, dans le système où on est, on parle que de performance en permanence, qu'il faut qu'on soit rentable. Et là, on a un système agricole qui produit très peu en fait, de protéines via ce système-là. Donc, c'est pour ça que peut-être que maintenant, de parler de végétalisation, ça va devenir intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va devenir beaucoup plus nombreux. Donc, il va falloir produire beaucoup plus de nourriture. Cette nourriture, on va pouvoir donc soit faire une chose, continuer la déforestation, donc prendre sur les forêts, avoir un impact sur le climat, ou alors, peut-être qu'on peut... Je pense que là, ici, peut-être... Ici, bouger le curseur. Peut-être venir l'amener jusqu'ici pour pouvoir pas continuer à détruire nos forêts, mais pouvoir continuer à produire des calories et des protéines pour notre population. Pareil, tout à l'heure, on a dit le poisson, on n'y arrive pas tous, par exemple, on ne mange pas assez de poissons. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, 30% des espèces sont en surpêche. Donc on imagine bien que si demain, on se dit à tous les patients de manger du poisson parce que c'est sain pour la santé, ça va quand même avoir un impact environnemental. Et du coup, par rapport à la définition de la FAO, on ne va pas rentrer dans une alimentation saine et durable. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est pareil pour l'alimentation bio, par exemple, qui demande en fait beaucoup plus de surface par une perte de rentabilité. Donc pour produire la même quantité d'aliments, il faut une surface plus grande. Là, c'est pareil. Si on se met tous à consommer du bio, bien qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à détruire des forêts ? Ou est-ce que, pareil, on change le curseur entre la quantité qu'il y a entre l'élevage et les cultures destinées à l'alimentation humaine ? Donc tout ça sont des questions à chaque fois qu'on voit des nouveaux régimes alimentaires qui sortent.
et de se poser la question, en fait, ok, actuellement, il y a ça, ce régime alimentaire me propose ça, qu'est-ce qui est viable en termes de santé et aussi en termes d'écologie, rien que déjà sur la surface, les terres, de continuer à monopoliser en fait des surfaces. Et un autre point qui est souvent évoqué, c'est le local. Sur cette infographie, je l'ai choisie parce que donc en ordonnée, on a toujours les groupes d'aliments par catégorie et en abscisse, du coup, c'est les kilos CO2 par kilo de produit. Donc bon, c'est pas une surprise à chaque fois, c'est les produits d'origine animaux qui vont produire plus d'équivalent CO2. Et dans cette équivalent CO2, pour un même produit, on va regarder les étapes du process. Donc les premières étapes, en fait, on se rend compte, c'est toujours un petit peu pareil. Ça va être lié à l'utilisation des terres, c'est-à-dire on va changer son origine, c'était une forêt, ça va devenir des prairies, soit pour mettre les bêtes ou soit pour faire de l'alimentation. Et ensuite, il y a tout le fermage, tout ce qui va se passer autour, l'utilisation des pesticides, l'utilisation des terres. Bon, pour le bœuf, ça va être le méthane, on en parle pas mal, mais bon. Et ce qu'on se rend compte surtout, c'est que la partie transport qui est en rouge, je ne sais pas si vous la voyez bien, ici, toute petite, qui va être dans tout, mais en fait, ça va représenter une part importante pour les végétaux, bien évidemment, parce qu'ici, ça va doubler l'impact. On est quand même sur des chiffres qui sont très très bas, mais en revanche, quand on est déjà sur 55 à peu près, comme on voit dans le bœuf, qu'on soit à 55 ou à 55,2 ou 52, il n'y a pas vraiment un impact sur le transport et du coup sur le manger local. C'est vraiment l'impact global de la production qui pose un souci et pas que le transport ou pas que le local. Pareil, la transformation, on en entend beaucoup. Oui, la transformation, ça prend de l'énergie, donc ça pollue, ça va faire des déchets parce que ça prend du plastique et tout ça. Mais ça marche ok pour les fruits et légumes quand on s'est mis tous à emballer au Covid ou quoi. Ça a doublé leur impact, mais pas pour d'autres produits en fait. Là c'est pareil, c'est juste du coup un résumé où en ordonnée on a l'impact environnemental, en abscisse la mortalité, enfin le risque de mortalité, et du coup ça permet pour d'être plus visuel, on voit bien que sur la partie haute c'est principalement des aliments d'origine animale et sur la partie basse en vert principalement des produits d'origine végétale, du coup avec moins d'impact et moins de risques pour la santé. Du coup on a décidé de faire la spirale de la malnutrition. Donc l'alimentation, elle entre dans la santé par deux biais. Le premier, polluer. Donc c'est au niveau global, ça correspond à 24% des gaz à effet de serre. Ça utilise 50% des terres et 70% de l'eau douce. Je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais pareil, l'eau douce est un bien vital. C'est plus important que n'importe quel médicament ou n'importe quel soin qu'on va pouvoir apporter. L'agriculture, aujourd'hui, elle en utilise 70%, et dans ces 70%, 3/4 par l'élevage aussi. Donc, on a aussi peut-être un rôle à diriger nos patients vers des régimes alimentaires peut-être un peu plus végétalisés, justement pour préserver cette ressource qui est limitée, qui n'est pas indéfinie, et qui va permettre aussi de pouvoir continuer à vivre. Tout à l'heure, la question, c'était ça, c'était la survie et la santé. Sans eau, on ne vit pas bien longtemps. Donc, il va y avoir des écodommages, notamment la pollution de l'eau qui va coûter très cher aux États pour la purifier, pour la remettre sur le réseau. Ça va être aussi l'eutrophisation des milieux. Il y a des zones dans le monde où, dans le milieu marin, il n'y a plus rien qui vit, parce qu'on rejette des grosses quantités de polluants liés donc, à l'agriculture. C'est principalement le phosphore et l'azote. Et du coup, voilà, pareil, sur les réserves en azote, pour créer tous ces intrants, on utilise toutes nos réserves et on ne sait pas pour combien de temps on va en avoir parce que ça fait partie des limites finies. C'est pas pendant longtemps on a cru que toutes nos réserves elles étaient illimitées, mais c'est pas vrai. Sans azote, on ne pourra pas non plus faire de la nourriture. Donc tout ça va avoir des impacts climatiques. Donc ça va être des changements climatiques comme on l'a vu, augmentation des températures, les phénomènes météorologiques intenses par exemple, donc les perturbations du cycle de l'azote, du phosphate, tout un tas de choses. Tout ça, la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, c'est quand même un gros impact de notre pollution, mais aussi de l'alimentation. Et ça va avoir un impact sur notre sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on va augmenter, par exemple, les nuisibles
qui vont perturber les régimes agricoles. Puis il va y avoir aussi tous ces phénomènes météorologiques, hein, d'un côté des inondations, de l'autre côté de la sécheresse. Dans les deux cas, il n'y a rien qui pousse, il y a tout qui est détruit. Et du coup, ça va avoir un impact sur l'alimentation et la quantité, par exemple, ou toujours comme ça. Et puis après, il va y avoir les maladies liées au changement climatique. Donc là, ça va être lié à l'augmentation des températures, donc la déshydratation, les insuffisances rénales, l'augmentation des AVC. Ça peut être, comme il y a eu cet été dans le bassin autour de Bordeaux, de la pollution de l'air par les incendies, donc avec des maladies respiratoires. Je peux faire une liste, mais il y en a beaucoup et je pense que tout le monde ici est au courant. Et ensuite, c'est les maladies non transmissibles. L'alimentation, elle a ce volet-là, de créer directement des maladies. Et ça va augmenter la consommation de médicaments. Ça, c'est un des exemples. Mais du coup... Et ça va augmenter la vulnérabilité au niveau des maladies liées au changement climatique. On l'a vu notamment avec la pandémie de Covid. Les personnes diabétiques ou obèses étaient plus sensibles à ces zoonoses qui vont continuer à apparaître. Hein. C'est ce que les prédictions disent. Et du coup, on se retrouve avec une population de plus en plus vulnérable. Donc, il va y avoir une augmentation de consommation du médicament, une pollution de l'eau, mais aussi des consommations de ressources. On peut voir cet hiver, tous, on a été confrontés à des ruptures de médicaments. Des ruptures parce qu'il n'y avait plus de principes actifs, parce qu'on a des toutes petites entreprises dans des pays de l'Asie qui ont coulé suite à des problèmes de restructuration ou autres, peu importe les causes, mais on s'est retrouvé en pénurie de médicaments. Et aussi, ça va créer une pollution à distance, c'est-à-dire que la pollution du médicament, elle n'a pas lieu chez nous. On n'est que des façonneurs. Mais elle a lieu en Asie, par exemple, où ça génère des très gros dégâts climatiques. Et après, on revient toujours sur la boucle, donc changement climatique par pollution et autres, maladies climatiques, et ça tourne en rond. Et ensuite, ces deux types de maladies, les maladies liées au changement climatique, mais les maladies non transmissibles, vont aussi créer une surcharge du système de santé. Donc là, on est tous concernés ici, puisque on subit, et c'est quand même quelque chose de compliqué. Ça va aussi générer beaucoup de pollution au niveau de notre système de santé qui va nécessiter d'être encore plus performant, un surcoût pour les États. Et du coup, si ça génère plus de gaz à effet de serre, plus de pollution par plus de consommables, que ce soit des dispositifs médicaux, du médicament ou autre, ça va créer donc des impacts climatiques et ainsi de suite. Donc l'alimentation, c'est vraiment la spirale de la malnutrition qu'on a appelée. C'est parce que c'est assez central. Voilà pourquoi il faut en parler. Juste un petit mot de justice sociale pour dire qu'il y a aussi un impact et des inégalités dans le sens où, sur le côté, on voit que les 50% les plus pauvres sont ceux qui vont avoir le plus à perdre. Et puis, c'est aussi ceux qui font le moins d'émissions et puis qui n'ont pas non plus les capacités de financer. En même temps, ils sont pauvres. Et par contre, les plus riches, ils ont peu à perdre, ou en tout cas pas tout de suite. Ils polluent énormément et puis évidemment, ils ont des capacités à financer. Et donc les 10% les plus riches, à votre avis, qui en fait partie ? Quand on regarde les niveaux de vie mensuels des 10% les plus riches, on commence à être dans les 10% les plus riches à partir de 3 328 € par mois. Et bonne nouvelle, il paraît qu'en 4e année de DES, vous allez gagner jusqu'à 3 200 €. Donc c'est le moment d'agir. Surtout si vous voulez moins travailler à l'hôpital, il faut qu'il y ait moins de patients. Donc du coup, la conclusion de cette partie-là qui permettait juste de comprendre pourquoi il y a un intérêt à végétaliser, c'est que l'alimentation est un puissant levier pour optimiser la santé humaine et respecter l'environnement. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Donc l'alimentation, c'est toi ? Non mais vas-y. L'alimentation, Sandrine l'a déjà un petit peu dit. Pourquoi c'est prioritaire ? Parce que tout le monde est concerné, a priori, plusieurs fois par jour, à chaque repas. Ça implique sur la santé, je ne vais pas redétailler, on l'a déjà vu.
ça a un impact sur l'environnement. Sandrine vous en a largement parlé juste avant. Et du coup, si on envisage la végétalisation, on a des bénéfices au niveau de l'amélioration de la santé, avec les fibres, avec les minéraux, avec un rééquilibrage alimentaire. On a une amélioration, un enjeu au niveau environnemental. Pareil, je ne redétaille pas. Et puis la justice sociale, avec un coût réduit d'alimentation. On n'a pas fait de diapo là-dessus, mais c'est des alimentations qui sont globalement moins coûteuses. Et ça, il y a des études là-dessus. Et puis le dernier aspect, c'est la résilience. Ça permet aussi de relocaliser et de réutiliser les terres, et ça permet une plus grande résilience et autonomie alimentaire qu'on n'a absolument pas du tout en France en ce moment. Si vous êtes curieux et joueur, vous pouvez aller vous amuser à calculer votre empreinte carbone. L'outil, il est régulièrement mis à jour, il est plutôt bien fait. Et puis, sans vouloir vous le spoiler, l'alimentation a quand même un rôle important. Hein. Et c'est difficile d'arriver aux 2 tonnes, même en faisant plein d'efforts, mais voilà, ça permet déjà de se rendre compte un peu et de prendre mesure des ordres de grandeur. Donc pour les assiettes durables, donc face à ces changements et ces nouveaux paradigmes, l'OMS a commandé un rapport. Donc ils ont publié ce rapport en novembre 2021, c'était assez récent. Donc c'est sur les alimentations végétales et leur impact sur la santé. Du coup, c'était vraiment important puisque jusque-là, l'équilibre alimentaire, il était vraiment donné par la moitié d'une assiette avec des fruits et des légumes, un quart avec des protéines animales et un quart avec des céréales. Ça, c'est ce qu'on voit encore dans notre situation. Et là, c'était de se poser la question, OK, plus en plus d'études sortent sur la végétalisation. Et donc, c'était de regrouper au niveau et d'avoir une seule... du moins que l'OMS puisse s'exprimer sur ce sujet. Donc, ils ont demandé ce rapport. La conclusion, c'est de dire que de nombreux éléments plaident en faveur d'une réorientation des populations vers des alimentations saines, majoritairement végétales, qui réduisent ou éliminent la consommation des produits d'animaux. Là, ce qu'on entend pour la première fois, c'est que l'OMS valide le fait qu'il puisse y avoir des alimentations saines qui ne contiennent pas de protéines animales. Ça, c'est quand même assez nouveau, puisque jusque-là, ce n'était pas vraiment reconnu. Il y avait quelques études comme ça qui le disaient, mais ce n'était pas reconnu. Donc, à quoi ça correspond? Donc, une alimentation majoritairement végétale, on a mis donc une assiette pour que ce soit visuel. C'est souvent ce qui parle et peut-être même à montrer aux patients. Hein. Donc, elle doit être équilibrée, donc respecter toujours la demi-assiette avec les fruits et les légumes. Et ensuite, les protéines, ici, vont être regroupées par les légumineuses, les oléagineux et les produits d'origine animale. Et ensuite, les céréales, elles doivent être complètes. Donc là, c'est pour que ce soit authentique. Non transformées, là, ça revient ici. C'est vraiment important d'essayer de manger le minimum de plats transformées pour la santé. Et puis, savoureuses, avec des épices et des aromates, ça permet peut-être de diminuer le sel aussi, et donc de diminuer l'hypertension, tout en mangeant des choses vraiment bonnes. Et l'alimentation, elle doit être majoritairement issue de l'agriculture biologique, du moins le plus qu'on peut. Toujours pareil, dans le respect donc, de l'environnement, mais aussi de nos nourriciers. Parce que c'est une population qui est notamment, par exemple, pour les leucémies. Il y a une incidence de leucémie chez les agriculteurs qui est plus importante que dans le reste de la population. Donc en vrai, de manger biologique, ça permet aussi d'aider nos nourriciers. Ce n'est pas que de se dire on va se protéger soi-même, notre santé, pour diminuer, nous, l'obésité, le cancer, le diabète de type 2, mais c'est aussi pour protéger les autres. Il y a 3 types donc de régimes alimentaires qui rentrent dans cette catégorie-là. Ça va être le flexitarisme, le végétarisme et le végétalisme. D'accord ? Donc, dans le flexitarisme, vu donc, par notamment, donc, c'est le Hilton 7 qui a fait cette assiette, elle doit être la ration calorique doit être à 90% végétale. Donc, on voit bien quand même que la part de végétalisation est extrêmement importante. Dans ces alimentations-là, ils ont sorti en fait des recommandations. Je ne vais pas les détailler ici, vous les aurez également. En orange, c'est la partie médiane. Et en fait, entre parenthèses, vous avez du minimum au maximum qu'on peut manger. Donc le minimum pour notamment certaines, notamment les laitages ou quoi, ça va être pour le véganisme.
Et la partie maximale, c'est pour les flexitariens, par exemple. Mais c'est toujours pareil, la synthèse, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum. Le maximum, c'est pas un objectif à atteindre, c'est une recommandation. On peut manger entre 0 et 3 repas à base de protéines animales par semaine. Et pareil, il va y avoir un minimum de repas végétariens. C'est pareil, l'objectif, c'est pas 17, ça peut être de 17 à 21. On a inclus les petits déjeuners aussi parce que en France, il y a des gens qui mangent de la charcuterie au petit déjeuner. Donc, ça fait... on s'est dit qu'il fallait quand même les compter. Du coup, un petit point sur l'omnivorisme. C'est notre capacité à manger toutes sortes d'aliments, donc notamment la viande, les poissons, les légumes et tous les aliments. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une capacité. D'accord, on est capable de le faire, mais ce n'est pas une obligation pour être en bonne santé. Donc c'est là où les régimes végétariens, par exemple, va remplacer la viande et le poisson en augmentant des portions de légumineuses. Le végétalisme, c'est la même, en enlevant les œufs, les produits laitiers, le miel, là, il est pareil. Eux, ils remplacent. Et j'utilise bien le mot « remplacer » parce qu'on n'est pas là pour supprimer, on est là pour remplacer. Sinon, on ne va pas pouvoir remplir en fait, nos apports protéiques, nos besoins en apports protéiques. Justement, donc les protéines. L'apport énergétique protéique doit être ou devrait se rapprocher à peu près 80% d'origine végétale et à peu près 20% d'origine animale. Là, c'est toujours pareil, c'est des objectifs, ce n'est pas des obligations, ça peut être de 0 à 20% ou de 100% à 80% pour les origines végétales. En France, on utilise en protéines de référence, on utilise la protéine de l'œuf pour calculer donc, les indices chimiques donc, qui représentent en fait la qualité des protéines. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pareil, je pense que vous l'avez déjà vu. Et ce qui change, par exemple, au niveau international, depuis 1973, c'est une protéine de synthèse. Cette protéine de synthèse, elle est conçue par rapport aux connaissances de notre métabolisme, c'est-à-dire notre synthèse musculaire, nos synthèses de neuromédiateurs et tout l'ensemble de notre métabolisme qui est de plus en plus connu et dont on connaît les besoins en acides aminés. Et donc, des scientifiques ont créé donc, une protéine de synthèse dite et qui a évolué jusqu'en 2007. Et en 2007, elle a été validée pareil par l'OMS qui a dit c'est OK, on valide cette protéine, elle correspond bien aux besoins physiologiques de l'humain et du coup, on peut calculer donc, notamment les indices chimiques des protéines avec cette molécule-là. Et ce qui change beaucoup, c'est que par exemple pour les légumineuses, si on prend la protéine de l'œuf, on a des résultats qui ne sont pas super. Et du coup, on pourrait conclure que effectivement les protéines végétales ou les protéines de légumineuses sont de moins bonne qualité que les protéines animales qui du coup, si elles sont d'excellente qualité si on prend cette référence-là. Si on change de référence et qu'on utilise la protéine de référence, eh bien, les résultats sont un petit peu différents. Les protéines animales sont toujours de très bonne qualité, bien sûr, mais les protéines végétales, notamment les légumineuses, ont des scores bien meilleurs. Et du coup, sur ce constat-là, l'OMS a validé que, peu importe la source de protéines, on doit amener 0,83 g par kilo par jour. Ce n'est pas vrai que si on mange des légumineuses, on doit amener jusqu'à 2 grammes par kilo par jour. On reste sur la même base, on reste sur du 0,83 grammes par kilo par jour. D'accord ? Ça, c'est dû à le fait qu'on n'utilise plus la même protéine de référence. Ça marche un peu moins bien pour les céréales. Donc les céréales, si on a un patient qui mange que des céréales, oui, ça va être problématique. Il va manquer de certaines choses. En même temps, c'est quand même peu fréquent qu'on rencontre ce type de patient-là. Alors, en fait, c'est fréquent, mais c'est pas une alimentation équilibrée de manger que des pâtes. Donc ça, c'est une autre infographie pour montrer en fait au niveau individuel, en tant que citoyen, les actions qu'on peut faire et l'impact qu'elles ont respectivement. Et on se rend compte que mettre des LED chez soi, c'est bien, mais en termes d'impact, c'est quand même pas grand-chose par rapport à avoir une alimentation végétarienne ou en tout cas fortement végétalisée. Et idem pour le fait de ne plus prendre l'avion ou de manger local, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Après, tous les gestes sont complémentaires, mais si on doit en choisir qu'un seul parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas l'énergie, la capacité ou le temps de tout faire, y en a qui sont plus efficaces que d'autres.
Bon, je crois que vous l'avez compris, l'idée c'est de végétaliser l'alimentation. Et vraiment avec cette idée que le pouvoir, il est dans notre assiette. Donc comment conseiller un patient, une patiente végétarien ou végétalien ou végétalienne? C'est avant tout, alors on aurait pu passer une journée entière à parler juste de cette diapo-là, mais on n'a pas vraiment le temps, donc on va faire assez succinct. L'idée, c'est d'avoir une diversité alimentaire avec tous ces groupes alimentaires, en particulier les légumineuses, c'est la journée. Et les algues aussi qui sont importantes pour l'apport en iode. Le reste, on en a parlé. La question des supplémentations, on pourra y revenir si vous avez des questions, mais globalement, c'est surtout s'intéresser à la vitamine B12 qui peut manquer dans certaines alimentations végétalisées. Et puis d'autres supplémentations, après c'est au cas par cas à voir avec les patients. Il y a un site qui est très bien fait, qui est issu d'une thèse de médecine générale qui s'appelle VGClick. Et voilà. Qui en fait, avec une partie en consultation qui est vraiment utilisée avec son patient devant soi, où on va à ce moment-là compléter les différents champs. Il y a c'est un ensemble de choix, un peu comme Antibioclick. Ça va nous donner des recommandations sur les conseils qu'on peut lui proposer. Il y a une partie professionnelle de santé qui est plus, si on va en dehors de la consultation, vouloir chercher des informations plus concrètes et se plonger dans le sujet. Il y a un petit quiz aussi pour les professionnels de santé pour tester ses connaissances. Et puis petit à petit, il y a une partie patient qui a été développée avec des conseils pour les patients. Donc du coup, c'est un site qu'on peut aussi adresser à ces patients pour qu'ils aillent eux-mêmes voir. Il y a un guide d'achat sur la vitamine B12. Voilà, on a vu un peu différents compléments alimentaires. Il y a tout un tas d'informations aussi à destination des patients. Sur le site de l'ONAV, il y a aussi un document. Alors, il y a plein d'autres documents qui sont beaucoup plus longs. Si vous voulez tout savoir sur le soja, par exemple, il y a un dossier de 80 pages. Mais celui-là, il a l'avantage d'être très concis et d'avoir des conseils pratiques pour une alimentation végétale équilibrée. Et puis ça, c'est une diapo issue d'une formation qui est faite par une diététicienne qui est aussi membre de l'ONAV, donc une formation qui est payante en ligne et qui va proposer en fait un aspect beaucoup plus complet sur ce type d'alimentation si ça vous intéresse, avec ici un exemple d'assiette végétarienne ou végétalienne, avec un exemple de portion chère aux diététiciens et diététiciennes. Dans le concret, si on se dit par exemple qu'on veut conseiller à son patient de manger plus d'oméga 3 parce qu'on a conscience que c'est important et qu'il n'en mange pas assez, on n'a pas parlé spécifiquement des oméga 3, mais c'est une source d'acide gras qui est importante et qui est souvent apportée par le poisson. Donc quelqu'un qui ne consommerait pas de poisson, il aura besoin d'oméga 3. Et en fait, cette diapo a l'objectif de montrer en fait à la fois le prix, donc ça c'est les prix sur le site Carrefour, ça peut varier, et l'impact environnemental respectif de différentes mesures qui vont tous apporter 3 grammes d'oméga 3. Alors les oméga 3 qu'on a dans le saumon ne sont pas les mêmes qu'on a dans l'huile de lin ou les noix, mais malgré tout ça reste des oméga 3. Et puis il y a d'autres choses aussi, il y a les fibres, enfin voilà, c'est assez incomplet comme diapo, mais ça montre un peu des ordres de grandeur en termes de prix et en termes d'impact environnemental qui sont très variables. Pareil, si on cherche à avoir de l'iode, entre les algues et le poisson, on a aussi des ordres de grandeur sur le coût et sur l'impact qui sont assez parlants. Alors, au niveau de temps, bon, je vais aller un peu vite là-dessus. Vous connaissez probablement le griot quand on veut quand on veut savoir si un patient consomme la consommation de calcium, parce que c'est quelque chose qu'on peut assez difficilement doser dans le sang. Le taux sanguin n'est pas représentatif vraiment des réserves. Le griot n'est pas du tout adapté à un patient végétalien. On ne trouve pas les légumineuses, enfin très mal. Le tofu n'existe pas, les oléagineux non plus.
Il y a d'autres sites qui existent, donc Ostéoporose Canada, qui a l'avantage d'être, qui a l'inconvénient d'être assez mal traduit en français, et puis qui propose des portions américaines. On n'a pas du tout l'habitude en France, c'est sous forme de cup. Et puis des aliments proprement canadiens. On a le caribou en France, on en trouve assez peu. Mais l'avantage, c'est que ça inclut de très nombreux aliments végés, donc notamment le houmous, ça inclut des épices, c'est vraiment très, très, très complet. Et celui qui est un peu mon préféré, c'est celui de la Ligue suisse contre le rhumatisme, qui a l'avantage d'être complètement en français, qui est en ligne et téléchargeable, et puis qui inclut aussi beaucoup d'aliments végés. Donc ça, c'est la photo du griot qu'on trouve en ligne. Ça, c'est Ostéoporose Canada, avec le houmous. Et puis celui-là, c'est le dernier, la Ligue contre le rhumatisme suisse. Et il y a aussi un formulaire en ligne. Je me suis amusé à le remplir pour un menu classique qu'on pourrait imaginer, et à comparer du coup entre le griot et la Ligue suisse contre le rhumatisme. Le résultat est assez sans appel. D'un côté, on atteint les apports recommandés, et de l'autre côté, pas du tout. Alors qu'on a consommé la même chose, c'est juste que dans le calcul, il y en a plein qui ne sont pas du tout inclus dans le moteur de calcul. Il y a beaucoup de fromages et de produits laitiers qui sont effectivement une source de calcium, mais pour ceux qui n'en consomment pas, il y a du calcium dans plein d'autres aliments. Alors, pour passer à l'action, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prescrire une alimentation durable à ces patients. On peut leur faire des petites ordonnances en leur écrivant plein de conseils dessus. En fonction d'où ils en sont, sur le remplacer une portion de viande par des légumineuses. On parlait de remplacer, c'est vraiment ça qui est central. Remplacer des céréales raffinées par des céréales complètes. Également sur les fruits et légumes. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on peut écrire sur l'ordonnance et donner aux patients, et ça a un impact réel plutôt que de le dire. Quand ils se reposent des questions derrière, ils peuvent s'y reporter. Donner aussi je ne l'ai pas noté là, mais des adresses de sites internet, je vous en donnerai un peu à la fin, pour qu'ils puissent aller chercher des informations. Ça, on va peut-être passer un peu rapidement, enfin je vais juste faire celle-là, mais j'en aurai d'autres si vous voulez, sur comment aider les patients à changer d'habitude alimentaire. C'est pas toujours simple, il faut trouver le moment propice à un nouvel apprentissage. Les habitudes alimentaires, ça touche à beaucoup de choses, donc c'est pas toujours évident de faire passer ces messages-là. On ne sait pas personnellement chacun quel est le rapport à l'alimentation. Donc le message, il doit être personnalisé, évidemment. Et puis il y a des moments un peu choc où on est plus sensible à ce type de message. La découverte d'un diabète, d'un prédiabète, un cas de cancer dans la famille, un infarctus. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite aux gens, mais c'est aussi des moments où ça permet des changements d'habitude dans la durabilité. Toujours indiquer des messages positifs pour que ce soit pas culpabilisant et que ça permette d'aller vers plutôt que de supprimer, d'avoir l'impression de se priver. Et puis des applications pratiques sur ce qu'on peut faire concrètement, les recettes, etc. Et puis dans les messages vagues, si on dit comment est votre alimentation, globalement tout le monde mange bien à cette question-là. Et puis après, quand on regarde dans le détail, c'est pas toujours le cas. Alors ça, je vais les passer et puis on y reviendra si ça vous intéresse. De toute façon, elles seront dans le diapo. Il y avait deux, trois livres, donc la meilleure façon de manger végétal qui a été écrit par deux membres de l'ONAV, que j'ai amené s'il y en a qui veulent le feuilleter, qui est très complet, et qui est à la fois utile pour les patients et pour les médecins qui voudraient avoir plus d'informations. Il y a des livres de recettes, il y a des sites internet. C'est vraiment quelque chose qui a aussi à conseiller aux patients pour trouver des recettes équilibrées et puis savoir par quoi remplacer et comment faire concrètement. Pour ceux qui ont la chance d'habiter à Lyon ou d'être encore à Lyon, il y a plein de coins très sympas où découvrir comment on peut super bien manger végétarien ou végétalien. Donc pareil, je vous laisserai les diapos. Mais en vrai, je vous les donnerai, il n'y a pas besoin de prendre des notes. Quoi ? Ah, pour ce soir ? Bah, allez-y, prenez une photo. Mon préféré, c'est celui qui est tout en haut. Hop.
on peut aussi être dans des situations où on a envie de prendre le patient, mais on ne se sent pas suffisamment compétent et formé. Et du coup, on peut aussi, c'est bien aussi de savoir demander de l'aide. Alors, il y a sur le site de l'ONAV, pour l'instant, c'est en cours de développement. Il y a des correspondants en région et puis il y a une page pour trouver des professionnels de santé. Et puis, il y a aussi un site qui est fait par une personne qui n'est pas médecin, qui a essayé de référencer un peu tous les professionnels de santé qui étaient favorables. Alors, c'est pas toujours valable, mais voilà, c'était un peu l'idée. Pour ceux qui ont envie de se pencher dans les compositions nutritionnelles des aliments, il y a la table SQL qui est disponible en ligne, qui est très intéressante pour savoir où trouver tel ou tel nutriment ou savoir la composition d'un aliment en particulier. J'avais prévu 2 diapos sur les perturbateurs endocriniens. Pour le faire très rapidement, c'est quelque chose où on est tous exposés dans les contenants alimentaires, notamment le plastique. C'est des substances qui vont avoir un impact sur notre système hormonal. Et donc, on en trouve absolument partout. C'est encore assez mal connu. On ne sait pas exactement quelles sont les substances qui sont considérées comme des perturbateurs endocriniens. Il y a plein d'études en cours. Et puis, c'est surtout pas la dose qui fait le poison. Donc, même des toutes petites doses peuvent avoir un effet. Pour s'en protéger le mieux possible, en sachant qu'on ne peut pas être complètement... S'en protéger complètement, on y est forcément exposé actuellement, mais il y a des moyens de réduire un petit peu l'exposition. Au niveau de la cuisine, c'est de cuisiner maison à partir de produits bruts, des produits bio, on en a parlé, de laver éplucher, éviter tout ce qui est plat industriel qui contiennent des additifs, des conservateurs, les pesticides pour les produits non bio. Pour les éléments, les ustensiles de cuisine, privilégier le verre, la fonte ou l'inox, qui sont des substances inertes. Éviter le plastique, en particulier avec les aliments gras et chauds. Et puis les poêles anti-adhésifs, c'est pratique, ça accroche pas, mais on mange un petit peu du revêtement en même temps. Et puis l'huile, il faut en manger. Pour l'hygiène, le vinaigre blanc, le savon de Marseille, le bicarbonate pour faire le ménage. Et puis, il y a d'autres conseils qui sont encore moins en lien avec l'alimentation. Pour végétaliser l'alimentation, je vous ai noté ici plein de ressources. Il y a des recommandations officielles qui doivent sortir. Il y a un groupe de travail au niveau de l'ANSES qui a été formé il y a 3 ans, qui devait sortir en fin 2022, début 2023. Donc, a priori, on y est bientôt. Il y a toujours un petit peu de retard dans ces choses-là, mais ce sera très bien parce que pour l'instant, c'est ce qui manquait en France, c'est des recommandations officielles sur ces alimentations-là. Il y a plein d'autres ressources que je vous ai indiquées, on pourra revenir dans les détails. Il y a un DU à Paris depuis l'année dernière qui est très bien aussi, pour ceux qui voudraient se former un peu plus. Voilà, c'est la dernière diapo. Donc s'il y a trois messages clés important à retenir, c'est que l'alimentation est un puissant outil de santé planétaire et que c'est accessible à tout le monde et dès maintenant, dès le prochain repas. Que vous, en tant que médecin ou futur médecin, vous avez un rôle clé à jouer. Hier, à la conférence du NACRE, il parlait de la confiance que les patients accordent aux médecins sur la façon de donner des conseils. C'est vraiment, je pense qu'on a tendance à sous-estimer ce rôle-là. Donc c'est vraiment important. Et puis la végétalisation, c'est le principal levier pour tous les aspects qu'on a développés, en particulier la santé, la justice sociale, l'écologie et la résilience. Et puis les prochains rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, ça c'est mon lien d'intérêt que je n'ai pas déclaré avec FairGP, qui est une association de recherche en médecine générale. On organise une journée la veille du congrès de la médecine générale le 22 mars à Paris, qui est gratuite pour les adhérents. À FairGP, il y a une réduction pour les membres de l'ISNAR. Pour les adhérents à l'ISNAR, et le thème ce sera la santé planétaire, donc il sera question aussi de façon beaucoup plus large de santé planétaire, pas uniquement centrée sur l'alimentation. Et puis il y aura je l'ai appris il y a 5 minutes, c'est un scoop, une présentation sur l'alimentation en santé planétaire en 8 minutes, ça va être chaud, au congrès de la médecine générale. Je vous ai marqué mon adresse mail, c'est mon adresse perso, donc vous la balancez pas partout. Mais si vous voulez les diapos ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et on a un petit peu de temps pour les questions.
Bonjour, Xenia, je suis interne à Angers. Juste une petite clarification sur la diapo VG-Click qui avait marqué qu'une supplémentation en vitamine B12 était nécessaire si pas d'alimentation en poisson et viande. Donc c'est des régimes qui ne sont pas que végétaliens et véganes. Donc est-ce que les végétariens aussi, il faut penser à les supplémenter en B12 ? En fait, on se rend compte que effectivement dans les populations végétariennes, on va retrouver de la B12 dans les œufs et dans les produits laitiers, mais déjà ça dépend de la quantité consommée en œufs et en produits laitiers. Et puis les doses peuvent être insuffisantes. Il faudrait manger beaucoup d'œufs en particulier ou manger beaucoup de produits laitiers, ce qui serait aussi en dehors des recommandations. Donc actuellement, le conseil par rapport à la vitamine B12, c'est que c'est un principe de précaution, d'en prendre effectivement dès l'instant où on va réduire de façon importante. Donc même des gens qui seraient flexitariens, qui consommeraient, j'ai plus le nombre en tête, mais je crois que c'est moins de 9 portions par semaine de produits animaux, donc poissons ou viande, ils sont potentiellement à risque. Alors la B12 c'est une vitamine qui est stockée et on a en général des réserves pour plusieurs années, donc si on arrête du jour au lendemain sans en prendre, on ne va pas avoir des effets tout de suite, mais globalement il n'y a pas de risque à en prendre, en tout cas jusqu'à des doses de 5000 microgrammes par jour, ce qui est énorme, et il y a un bénéfice réel à en avoir, il y a des risques à en manquer. Donc le principe de précaution, c'est d'en prendre assez facilement. Donc, les patients végétaliens, c'est indispensable. Les patients végétariens, c'est quasi indispensable. Et les flexitariens, ça dépend. Enguerrand, pour Rennes, je voulais savoir pour les populations les plus défavorisées, en fait, comment on les amène vers ça. Je ne suis pas végétarien, donc, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à calculer dans certains cas. Est-ce que c'est plus complexe pour amener ces gens-là vers ça ? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on peut leur proposer et d'assez facile à amener les gens vers ça, sans parler des habitudes de tradition qu'il peut y avoir aussi dans certains cas ? De toute façon, il y a aussi la partie financière qu'on a un petit peu vue. C'est des populations qui vont être sensibles si on leur parle que ça va être équilibré, que ça va être bon pour leur santé et que ça va leur coûter moins cher. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui mangent de la viande parce que ça permet, du moins c'est vu par la société comme d'avoir de l'argent en fait. Il y a cette version-là. Du coup, je pense que c'est d'en parler un petit peu à chaque fois et d'expliquer que ça va leur coûter quand même moins cher. Et après, dans les calculs longs, c'est assez facile, c'est d'introduire petit à petit les légumineuses parce que les digestifs, si se mettent à manger ça, vont vite arrêter, parce que ça va être très difficile à digérer. Et c'est tout, après, il faut les suivre petit à petit. Et le changement, de toute façon, il ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà, s'ils incluent 1 ou 2 repas, c'est déjà pas mal. Et ainsi de suite. Et puis les habitudes, comme je disais tout à l'heure, les habitudes alimentaires, c'est vraiment, et je pense au repas végétarien à l'école, c'est que c'est une habitude. Donc en fait, c'est important de l'entendre et peut-être d'abord de faire un repas, puis 2 repas, et puis petit à petit de voir comment ça marche, de casser les goûts. Donc même sur des populations qui ont pas beaucoup d'argent, c'est déjà d'en parler. Après oui, il y a la question du temps. Ça prend un peu plus de temps et ces populations-là, des fois, elles cumulent 2 métiers et tout ça, donc c'est difficile. Mais voilà, c'est vraiment d'en parler. Et après, je voulais réagir aussi. Effectivement, il y a des gens qui sont vraiment défavorisés, qui vont pas avoir les moyens de se payer de la viande. On peut parler de végétarisme subi. C'est pas l'idée, surtout que en fait, quand on regarde dans les populations défavorisées, c'est généralement ces populations-là qui mangent le plus de viande. De la viande de mauvaise qualité, qui coûte pas cher, qui est pas très bonne pour la santé nutritionnellement, mais il y a vraiment une image à déconstruire, c'est celle qui est associée à viande égale protéines égale fer égale bonne santé versus végétaux égale alimentation du pauvre. C'est déjà une image qui n'est pas vraie, et en plus il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et en tant que médecin, futur médecin, il y a vraiment un rôle très important parce que ça va avoir une incidence beaucoup plus forte s'ils l'entendent de la part d'un professionnel de santé.
Bonjour, Priyanka, je suis interne en Lorraine. Je suis là. Je voulais savoir s'il y avait eu... Est-ce qu'il y a eu des études faites en population pédiatrique avec des données et des conseils qu'on peut donner aux patients? Il commence à y avoir un petit peu des études. Je pense notamment à une cohorte en Allemagne qui s'est intéressée aux enfants de 0 à 3 ans et qui montre, alors de mémoire, parce que je ne l'ai pas mis dans les diapos, que globalement les enfants végétaliens étaient un petit peu plus petits et un petit peu moins gros, mais il y avait surtout beaucoup moins d'obésité, de surpoids dans les populations végétaliennes. Et au niveau équilibre alimentaire, c'était à peu près similaire. On manque encore de données sur les populations spécifiques, donc ça va être les populations, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, parce que la majorité des études sont faites sur les hommes entre 18 et 55 ans. Et ça, il commence à y en avoir, et en tout cas, il n'y a pas de signe d'alerte sur des risques particuliers. C'est juste que c'est des populations qui sont plus fragiles, donc il faut d'autant plus être formé et passer des messages de prévention et dire aux gens que, en fait, restaurer la confiance dans les professionnels de santé pour que, si on dit aux gens, vous ne pouvez pas manger de la viande, il faut absolument manger de la viande pour votre enfant, et que eux, c'est vraiment une condition importante, ils vont aller se documenter ailleurs, ils vont perdre la confiance dans leurs professionnels de santé. Il y a plusieurs thèses de médecine générale qui l'ont mis en évidence. Et derrière, du coup, ça va être délétère parce qu'ils vont se tourner vers d'autres sources d'informations. Potentiellement, ils peuvent aussi faire n'importe quoi. Donc il y a vraiment un enjeu au niveau de la relation médecin-patient. Et au Canada, il y a des recommandations pour les alimentations végétariennes et végétaliennes qui ne posent pas de problème en fait, c'est juste qu'ils disent qu'il faut prendre de la vitamine D. Merci beaucoup. On va s'arrêter là du coup pour les questions. Merci à vous et merci aux intervenants. Donc on va clore ici.